député de Chambly-Bordeaux. Merci, Monsieur le Président. Puis, comme plusieurs de mes collègues, vous allez m'entendre qu'on est tous en train de combattre un petit rhume. Fait on va, si on n'a pas l'air à 100%, c'est pas parce que le sujet nous intéresse pas ou m'intéresse pas. Mais effectivement, c'est un enjeu important, le projet de loi C-50, parce que on poursuit dans beaucoup des mêmes problématiques, des mêmes visions de la démocratie de la part du gouvernement qu'on a vu avec le projet de loi C-23, la réforme électorale ou bien la déforme électorale, comme on a bien apprécié surnommer ça. Et il y a plusieurs éléments qui sont problématiques, Monsieur le Président, mais avant de les toucher, il faut quand même se situer dans la discussion. Et le projet de loi est un résultat de décision de la Cour supérieure de l'Ontario qui disait que c'était inconstitutionnel de ne pas permettre aux citoyens canadiens qui ont résidé à l'étranger pour plus de 5 ans de ne pas avoir le droit de vote en élection fédérale. Je pense que la question est importante parce que, particulièrement en 2015, avec l'espèce de phénomène de village global, de plus en plus d'accessibilité à d'autres pays puis à des opportunités, notamment pour les jeunes. On pense à des gens qui viennent de finir leurs études universitaires, qui veulent poursuivre certaines opportunités à l'étranger sans pour autant écarter la possibilité et même l'éventualité de revenir, bien sûr, à la maison. Donc, qui demeurent investis dans leur communauté natale, même s'ils sont à l'étranger. Je pense qu'avec la facilité de retrouver l'information, de poursuivre, de suivre plutôt les péripéties menant à une élection, ça fait en sorte que le droit de vote d'un citoyen à l'étranger, autant que ça a toujours été essentiel, parce qu'à la fin de la journée, le droit de vote est l'essence même de la citoyenneté, c'est de plus en plus important avec les réalités globales dont on est témoin aujourd'hui. Et dans ce même esprit, Monsieur le Président, on pense aussi à la question de droit de vote que j'ai dit est l'essence même de la citoyenneté, mais aussi un autre élément, un élément qui est quand même très important quand on considère que le nombre de citoyens canadiens qui résident à l'étranger, bien, ça compte pour des sommes très importantes au Trésor, c'est-à-dire que c'est des gens qui payent des impôts. Et on connaît bien la fameuse phrase qui a bien servi certaines causes américaines, « No taxation without representation », mais je pense que ça aussi, c'est un élément important qu'il ne faut pas écarter au-delà des principes de citoyenneté. Il y a quand même le fait que c'est des gens qui payent des impôts, qui, à la fin de leur journée, ont le droit d'avoir un mot à dire dans l'utilisation de ces impôts, c'est-à-dire la gouvernance de leur pays natal ou le pays dont ils sont citoyens, bien sûr. Mais plusieurs des problèmes, Monsieur le Président, je pense qu'un des problèmes, c'est le même problème qu'on a vu avec le projet de loi C-23, c'est cette idée que le gouvernement constate certaines problématiques, certains qui sont des problèmes légitimes, d'autres qui sont des problèmes qui consistent à viser des bonhommes 7 heures, parfois non existants. La dernière fois, on parlait de fraudeurs, comme si à l'échelle du pays, il y avait des milliers de fraudeurs partout qui essaient de voler le droit de vote à d'autres citoyens. Évidemment, il y avait quand même des constatations douteuses dans ce cas-là. Mais il y a aussi la question ici, cette idée comme s'il y avait plein de non-citoyens qui essayaient de profiter du droit de vote. J'ai entendu une députée plutôt faire allusion qu'il y avait des non-citoyens qui recevaient des bulletins de vote à l'étranger, comme s'il y en avait plein et comme s'il y avait une grande fraude électorale. Et cela étant dit, on voit qu'il y a eu des articles, notamment dans les médias, qui ont même dit que c'est même difficile de discerner jusqu'à quel point l'impact électoral a été ressenti pour les citoyens à l'étranger. Alors, si des journalistes qui se sont penchés sur la question n'ont pas pu discerner ces chiffres-là, je ne vois pas comment une députée peut faire ce constat-là, surtout suite à la question de mon collègue de Sherbrooke qui lui a demandé s'il y avait des études qui appuyaient ces dires-là et on n'a pas été en mesure de répondre. Mais où je veux en venir avec tout ça, Monsieur le Président, c'est au lieu d'aller en avant puis de trouver des façons progressistes d'améliorer notre système électoral, il y a toujours des situations avec le gouvernement où, plutôt que de chercher des solutions, on prend du recul. Au lieu de faire des pas par en avant, on prend 2 pas par en arrière. Et ça doit être extrêmement frustrant pour les gens qui veulent justement, comme nous au NPD, qui veulent voir plus de participation électorale. C'est le problème qu'on a vu avec C-23, où est-ce qu'on avait bien sûr des impacts négatifs sur les aînés, sur les Autochtones, sur les jeunes, les étudiants. Et on voit la même affaire ici, Monsieur le Président. Et je pense que l'exemple qui me frappe le plus, c'est quand je regarde l'exemple français. Quand j'ai été en France pour observer les élections présidentielles en 2012 avec d'autres collègues députés,
j'ai été surpris parce que je n'étais pas au courant qu'il y a des représentants élus, sénateurs et membres de l'Assemblée nationale en France, qui sont représentants de circonscriptions hors France, alors qu'ils représentent les Français résidant hors France. Et c'est tellement un système robuste que je connais même un individu, notamment, qui réside ici dans la région, à Gatineau, qui est citoyen français, on reçoit même les publicités des partis politiques quand on est citoyen français hors France. Alors, ça en dit long à quel point c'est important pour la République, comme est le cas pour les Français, bien sûr, d'avoir une bonne représentation pour tous les Français et pas juste les Français résidant dans leur pays. Et ça vient rejoindre le thème que j'ai souligné au début de mon discours, Monsieur le Président, c'est-à-dire cette idée que avec ce nouveau village global, avec cette réalité qu'il y a de plus en plus de citoyens qui poursuivent des opportunités à l'étranger, mais qui sont tout de même rattachés à leur communauté et investis dans leur communauté, on réalise que la gouvernance ne fait pas que représenter les résidents, mais bien tous les citoyens, peu importe où ils résident. Et là, l'autre élément du système français, et mon collègue de Toronto Danforth, qui, disons-le en passant, fait un excellent travail pour élaborer nos points de vue pour la question de réforme démocratique, l'a mentionné, il y a même le droit par Internet. Les Américains, de leur bord, ont le droit, le vote par courriel pour les citoyens résidant à l'étranger. Alors, pendant que d'autres pays cherchent des solutions à faciliter le vote pour les citoyens résidant à l'étranger, on dirait que notre gouvernement s'entête à rendre ça encore plus difficile. Et un bel exemple, et c'est un autre problème avec le projet de loi, Monsieur le Président, c'est la question des gens qui résident à l'étranger, mais qui remplissent des mandats pour servir le gouvernement. On pense bien sûr à nos forces canadiennes, ceux qui sont déployés à l'étranger. Et là, le gouvernement va dire, oui, mais eux autres sont toujours exemptés de toutes ces questions qui sont toutes les questions de courrier, de tous les délais le délai de 5 semaines et toutes ces questions-là qui reviennent avec le projet de loi C-50. Mais en fait, ce que le gouvernement ne nous dit pas, c'est que c'est quand même un recul que ce qui était déjà dans la loi. Et je m'explique, Monsieur le Président, avant, on avait les diplomates qui étaient exemptés aussi parce qu'après tout, eux aussi servent le pays, servent les citoyens et servent le gouvernement à l'étranger. Maintenant, les diplomates doivent faire tout le processus laborieux que tous les citoyens à l'étranger doivent faire. Alors, on ne leur donne pas de sursis, même s'ils sont à l'étranger pour servir leur pays. Même chose pour les familles militaires. C'est bien beau et c'est important, et je dis ça sans sarcasme, Monsieur le Président, qu'on accorde des exemptions à nos forces canadiennes, mais il faut aussi penser à leurs familles. Il doit en avoir plusieurs, certains qui ont des enfants avec eux, qui ont 18 ans et plus. Il y en a certains qui ont des conjoints et conjointes, qu'eux aussi ont le droit de vote, qui sont citoyens. Alors, on oublie le big picture, pour utiliser l'anglicisme, Monsieur le Président. Quand on considère les gens qui sont à l'étranger, bien sûr, on pense à... Le ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui, parlait dans son discours... il parlait de toute l'équipe qui l'a servi, les fonctionnaires à l'étranger qui lui ont servi. Bien, ces gens-là qui servent un ministre, qui sert la couronne à la fin de la journée, il faut le dire, ne sont pas exemptés non plus, encore une fois, de ce long processus qui peut parfois être très difficile, comme mon collègue de Sherbrooke l'a souligné, parce que ça nécessite de faire affaire avec des services de messagers que Élections Canada n'a aucune obligation légale d'utiliser. Ça nécessite d'utiliser des services de courrier que parfois ça peut être long, parfois dans certains pays ça peut être plutôt ardu comme utilisation. Donc, on constate qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Alors, je dois conclure, Monsieur le Président, le temps achève, mais je pense qu'on voit encore jusqu'à quel point, comme avec C-23, les conservateurs, face à des problèmes avec le système électoral, plutôt que de les régler et de faciliter l'accès à notre système électoral et conséquemment augmenter la participation électorale, on voit encore ici devant nous un projet de loi qui rend le processus encore plus laborieux, qui force les citoyens à faire travailler encore plus fort pour leur droit de vote, quand le droit de vote devrait être quelque chose qui vient automatiquement avec la citoyenneté et notre gouvernement a une responsabilité de faciliter la chose. Et en terminant, Monsieur le Président, j'aimerais mentionner, puisque je n'ai pas eu le temps de le mentionner, juste très rapidement, encore là, les étudiants sont affectés. Quand j'étais à l'Université McGill, j'ai vu à quel point les étudiants américains qui vivaient à Montréal avaient de la facilité à voter. Mais quand on regarde le projet de loi C-50, il y a quand même une erreur dans la loi qui fait en sorte que
un bail qui est utilisé comme preuve de résidence pour un étudiant doit être à travers l'université, donc une résidence officielle de l'université. Si on vit en dehors du campus et qu'on est là à titre individuel et pas une entité comme on aurait avec une résidence universitaire, ben là, on n'est plus considéré, ce n'est plus considéré une preuve d'identité valide quand on parle bien sûr du bail. Alors, il y a plusieurs problèmes à ce niveau-là, bien sûr, qui nous forcent d'opposer ce projet de loi, encore une fois, bâclé, pour une question si fondamentale que notre démocratie. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments. Questions et commentaires. La députée de Longueuil, Pierre Boucher. Merci, M. le Président. J'aimerais féliciter mon collègue pour son discours, malgré sa condition physique dans laquelle il déclare être, et c'est vrai, nous sommes pas mal tous affectés. Moi, je me demande, j'écoutais parler, puis je constatais à quel point la démarche de ce projet de loi-là est une série de tracasseries qui me semblent être un peu d'une autre époque. Comme on le disait tout à l'heure, beaucoup de nos pays civilisés et occidentaux et orientaux aussi qui utilisent les nouvelles technologies de communication. Pourquoi est-ce qu'on s'entête, d'après lui, à rester dans ces méthodologies un peu de l'autre siècle? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas confiance en la technologie, d'après lui, ou c'est plutôt parce qu'on a plutôt intérêt à ne pas solliciter la clientèle moderne qui voudrait utiliser ces nouvelles plateformes de travail? La députée de Chambly-Bordeaux. Bien, merci, Monsieur le Président, puis je remercie mon collègue pour sa question. Et en fait, effectivement, on ne veut pas croire à la théorie du complot, mais quand on écoute les discours des conservateurs, que ce soit avec le projet de loi C-23 ou aujourd'hui avec le projet de loi C-50, on constate qu'il y a comme une espèce de peur d'un inconnu. Il y a un bonhomme 7 heures qui est mis devant nous, qu'il y a des gens qui veulent frauder le système, il y a des non-Canadiens qui veulent tenter de voter dans nos élections. La dernière fois, on parlait de fraudeurs, des gens qui allaient voter deux ou trois fois à plusieurs reprises. Et je pense que quand on entend ça, on se pose la question de pourquoi, comme mon collègue l'a posé. Et bon, on pourrait peut-être constater que c'est une question que peut-être ça ne tombe pas dans le clientèle des conservateurs. J'ose croire que ce n'est pas le cas parce qu'à la fin de la journée, peu importe nos convictions politiques, on devrait être là pour rendre la vie plus facile pour les électeurs, qu'ils vivent au Canada ou à l'étranger. Et comme mon collègue a dit, et comme je l'ai dit dans mon discours, et comme tous mes collègues ont dit, il faut le dire, pendant que d'autres pays développés sont en train d'utiliser justement ces technologies-là, ou de juste trouver toutes sortes de façons, même au-delà de la technologie, pour faciliter la vie des citoyens. Ça peut même être au niveau des échéanciers pour s'enregistrer pour voter. Toutes ces questions-là, pendant qu'on facilite la vie ailleurs, ici, le gouvernement conservateur semble vouloir rendre la vie plus difficile. Et après, on se demande pourquoi le cynisme est autant alimenté et pourquoi les taux de participation sont si bas. Bien, ils ont juste à se regarder dans le miroir, malheureusement, selon moi. Questions and comments. The honourable member for Winnipeg North. Yes, thank you, Mr. Speaker. And one of the things that I have noticed with this particular government is the fact that they seem to have their own election reform thoughts and ideas, and they want to impose, with their biases, new laws that affect a person's ability to actually vote. Even if it contradicts what Elections Canada might be recommending, or where you have unified opposition parties opposing what's being done, it's kind of like their way is the only way. And it's interesting in this particular piece of legislation where it's making it more difficult for people to be able to exercise the right to vote. Now, they'll say, well, you know, we're exempting, for example, the Canadian military. But what you'll find, Mr. Speaker, is many members of our Canadian forces that are serving abroad actually do have a spouse with them or dependents with them that are over the age of 18. They are going to be subjected to the new rules that are being put into place. And let there be no doubt that these new rules will make it that much more difficult for individuals to vote. And I'm wondering if my colleague from the New Democratic Party would maybe provide his thoughts in regards to that particular issue, where, yes, it's okay, Canadian Force members appear to be excluded from this, but not their significant others or dependent children that would be over the age of 18. La députée de Chambly-Bordeaux.
Bien, merci, Monsieur le Président. Puis oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue que c'est un problème. Je l'ai d'ailleurs dit dans mon discours que justement, on pense aux forces canadiennes, mais on pense aussi à leurs familles et tous les gens qui servent leur pays et qui font un travail important pour la gouvernance à l'étranger. On pense aux fonctionnaires, on pense aux diplomates et leurs familles aussi. Dans la loi électorale prévoyait une exemption aussi pour les membres de la GRC. Il semble que sous le C50, que ça soit une exemption qui n'existe plus, si je ne me trompe pas. Et je pense que là-dedans, encore une fois, sans vouloir embarquer dans les théories du complot, mais malheureusement, on ne peut que voir notre cynisme augmenter face aux gestes du gouvernement. J'entendais tout à l'heure le secrétaire parlementaire du premier ministre nous accuser de ne pas respecter les forces canadiennes, vu qu'on critiquait cet élément-là du projet de loi, dans une espèce de constatation tellement loufoque que c'est un peu difficile à croire, puis à la fin de la journée, ça l'en disait long sur l'approche, parce qu'on donne ces exemptions-là aux forces canadiennes, pas par respect pour les forces canadiennes, mais simplement comme bonbon politique pour dire « Ah, ben regardez, nous autres, on appuie les troupes et tout ce discours-là qu'on entend tellement souvent. » Et s'ils les appuyaient vraiment, les gens qui nous servent à l'étranger, ils feraient un petit peu plus d'efforts pour qu'ils puissent participer à notre démocratie pleinement.